La parole est à présent à Madame Sylvie Tollemont du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Les fausses informations, autrefois diffusées sous le manteau, circulent aujourd'hui en toute liberté. Elles sont sur les réseaux sociaux, mais on les retrouve aussi dans les colonnes de certains titres en ligne qui se parent des vertus de la presse. La dernière campagne des élections présidentielles de 2017 n'a pas manqué de fausses informations. Le candidat Emmanuel Macron a été attaqué à plusieurs reprises, mais tous les candidats l'ont été. Tant et si bien que l'on est en droit de s'interroger sur les effets de ces attaques. Qui peut attester en effet qu'elles ont faussé le résultat? Quel candidat peut dire qu'il a été plus pénalisé qu'un autre par de fausses informations? C'est par là qu'aurait dû commencer notre réflexion. Peut-on se contenter de dire que les fake news faussent le jeu démocratique au seul motif qu'elles sont virales et massives? Ainsi donc, vous nous invitez à légiférer sur un sujet pour lequel vous supposez des effets. Or, comme l'a évoqué notre collègue Constance Le Grip, le mois dernier, 3 chercheurs du CNRS ont publié une étude qui devrait nous éclairer. Ils ont analysé 60 millions de messages publiés dans les 9 mois précédant l'élection présidentielle. Ces chercheurs considèrent que leur nombre ne constitue pas un tsunami de fake news. Ils en relativisent considérablement la portée. Pourquoi? Parce qu'ils ont recensé 179 fake news lors de la campagne présidentielle, partagées seulement 4 900 fois. Autrement dit, sur 60 millions de messages publiés, la propagation de tweets contenant un faux lien ne s'élève qu'à 0,0081% du total, soit une goutte d'eau. À titre d'information, le décodex mis en place par le quotidien Le Monde a réfuté chacune de ces 179 fake news. Il n'a été, lui, partagé que 1275 fois. Voilà un sujet qui devrait nous interpeller, car bloquer la diffusion d'une fake news est une chose, quasi illusoire au demeurant. Faciliter sa riposte pour éclairer nos concitoyens en est une autre, certainement plus efficace. Et il est dommage que votre texte ne s'y intéresse pas plus et se contente de moyens insuffisants. Mais ce n'est pas le seul fait notable de cette étude. En réalité, ces fausses informations demeurent essentiellement partagées par des militants, des personnes qui sont affiliées à un candidat. Les utilisateurs qui ne se situent pas clairement dans un camp politique ne comptent que pour 18% dans les 4 900 partages. Autrement dit, les fake news naviguent entre initiés, dont l'immense majorité a conscience de faire circuler de fausses informations. Voilà qui devrait nous conduire à relativiser un phénomène auquel d'aucuns veulent donner une ampleur phénoménale pour justifier ce texte. Vous nous soumettez un texte très défensif, alors que l'occasion vous était donnée d'être efficacement offensif en combattant la fausse information à la racine, c'est-à-dire en privilégiant l'éducation, la qualification de l'information, le renforcement de la presse aux dépens de ceux qui la déshonorent par leurs pratiques. Il apparaît que cette PPL est d'abord la résultante d'une réaction, celle du candidat devenu président. Or, en droit, agir est une chose, réagir en est une autre. Dans le cas d'espèce, le président a donc réagi en passant commande au législateur. Ce faisant, il a choisi un processus d'élaboration à travers la proposition de loi qui fait l'économie d'une étude d'impact, alors même qu'elle paraissait s'imposer sur un sujet de cette nature. Le travail des chercheurs du CNRS en est la meilleure preuve. Mais surtout, la plupart des dispositions de cette PPL se révéleront à l'évidence inutiles. En effet, dans son avis, le Conseil d'État rappelle que le droit français contient déjà plusieurs dispositions visant en substance à lutter contre la diffusion de fausses informations. Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comporte des dispositions très claires qui ont été rendues applicables aux services de communication en ligne. L'article 27 de cette même loi punit la propagation de fausses nouvelles. Le Code électoral réprime quant à lui la diffusion de fausses nouvelles. C'est d'ailleurs pour ces raisons que de nombreux journalistes, avocats, professeurs et autres référents que vous avez même parfois auditionnés contestent la nécessité de légiférer et notamment de créer une nouvelle procédure de référé pour les périodes électorales. À cet égard, permettez-moi, chers collègues, de m'attarder sur ce qui confère à ce texte un caractère dangereux. Tout d'abord, c'est à celui qui invoque l'existence d'une fausse information d'en apporter la preuve. Or, bien souvent, cette démonstration est très difficile à faire, voire impossible, quand il s'agit d'établir des faits négatifs. Et à une époque où nos concitoyens sont à peu près tous persuadés que les responsables politiques nationaux détiennent des comptes bancaires offshore, on peut se demander quelle sera la réaction de l'opinion face à un référé rejeté.
C'est aussi ce que dénonce le fondateur des surligneurs, Vincent Couronne. Pour lui, il y a même un risque d'instrumentalisation des ordonnances du juge. En effet, si le juge des référés annonce qu'il ne peut pas affirmer avec évidence qu'une information est fausse, cela ne veut pas dire qu'elle est vraie. Mais les diffuseurs de l'information pourraient alors se targuer d'un renoncement à statuer pour conforter leur fausse information. Autrement dit, dans certaines circonstances, le doute est peut-être moins pernicieux qu'une justice mise dans l'incapacité de se prononcer. A contrario, comment éviter qu'un candidat attaque une information au motif qu'elle serait fausse et fasse ainsi peser sur leurs auteurs, pourtant de bonne foi, une menace ou une pression, y compris quand il s'agit de journalistes? Mes chers collègues, vous le savez, la presse a besoin d'être confortée, protégée. À l'heure où elle est brimée dans certains pays, stigmatisée dans d'autres, y compris par des responsables de grandes nations, évitons qu'elle ne regarde la décision politique avec méfiance quand il s'agit de liberté d'expression. Et c'est malheureusement ainsi que votre texte est perçu. Enfin, ce qui est tout à fait nouveau, c'est d'exiger d'un juge qu'il apprécie a priori un impact électoral. Distinguer le vrai du faux n'est déjà pas chose aisée, mais apprécier un taux de crédulité relève de la gageure, mis à part quelques cas rares d'évidence. Enfin, qu'en est-il de l'article 5, celui qui confère vis-à-vis des médias étrangers de nouveaux pouvoirs au CSA, par certains côtés exorbitants? Le CSA pourra ainsi suspendre jusqu'à la fin des opérations de vote des diffusions dont il devra aussi évaluer l'incidence sur un scrutin qui n'a pas eu lieu. Comme l'a souligné Alexandre Pouchard, responsable adjoint des décodeurs au journal Le Monde, interdire a priori certaines chaînes parce qu'elles pourraient participer à une entreprise de déstabilisation des institutions, ce sont des formulations très vagues et dangereuses. Certains médias, dont Le Monde, sont interdits en Chine sur ce genre d'arguments. En cela, ce qui peut paraître aujourd'hui un texte inoffensif peut s'avérer demain une arme redoutable pour qui en ferait un usage mal intentionné. Enfin, qu'en est-il des initiateurs de ces fausses informations? N'a-t-on jamais vu des responsables politiques, en période électorale ou non, tromper sciemment nos concitoyens en relayant des informations qu'ils savaient fausses ou exagérées? Dois-je vous rappeler l'exemple récent des fake news sur Jean-Michel Blanquer, accusé de vouloir rendre l'enseignement de l'arabe obligatoire à l'école, comme l'a été Najat Vallaud-Belkacem avant lui? Dois-je vous rappeler que cette fake news a été relayée dans une question d'actualité ici même, et que celui qui est aujourd'hui ministre de l'économie en avait fait usage lorsqu'il était candidat à la primaire des Républicains, affirmant que cela mènerait au communautarisme. Par conséquent, une fake news n'est sanctionnable que lorsqu'elle est supposée fausser un scrutin. Hors période électorale, elle serait tout à fait secondaire. Mais comment ne pas imaginer que cette fake news a gravement porté atteinte à la candidate aux législatives Najat Vallaud-Belkacem? Ainsi, on le voit bien, votre proposition de loi navigue entre hésitation et volonté d'agir. Elle tourne autour du sujet, s'en saisit parfois maladroitement et présente nombre d'incohérences après que la version initiale ait été largement reprise. Aussi, nous réaffirmons que cette loi est inutile, voire dangereuse. Elle passe à côté des objectifs qu'elle a tenté de se donner. Elle méconnaît la réalité du phénomène, présente des risques pour nos libertés fondamentales, créera du contentieux et aurait mérité une autre méthode dans son élaboration. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté ne pourra lui accorder son approbation.